Salut, c'est Trédis. Et on va être honnête. Tidus, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Le joueur vedette des Anarchand Apes et fils de Jecht, l'ancien joueur vedette ayant disparu depuis 10 ans, notre héros, que j'ai renommé Duglan, assiste en plein match à la destruction de sa ville, la Zanarkand d'où est tiré le nom de l'équipe, par une créature géante nommée Sin. Pendant le chaos engendré, il va retrouver Auron, un ami de son père qui s'est occupé de lui après la mort de sa mère, qui l'attendait et, pendant sa fuite, voit un enfant qui stoppe le temps avant de lui dire de ne pas pleurer. Le mioche se volatilise, le temps repart, Sin relâche ses parasites sur leur route et Duglan reçoit une épée avec laquelle il aide à vaincre ses adversaires, puis fait péter le pont. Un immeuble s'effondre, les deux courent dessus, mais alors qu'il est suspendu dans le vide, Auron demande à Sin si c'est bien ce qu'il veut avant de le saisir par le col et d'être tous deux aspirés dans le monstre. Duglan se retrouve nageant au-dessus du stade de Blitzball, un jeu ignoble dont je ne manquerai pas de parler, et avance vers son père qui se change en notre héros version enfant. Il se réveille dans des ruines inondées où il passe à deux doigts de se faire dévorer par un poisson géant, mais trouve refuge dans un bâtiment en ruine où se trouvent par hasard des silex, des fleurs séchées et du bois pour faire du feu. Quelle chance! Il a une vision d'Auron, s'étonnant de ne pas le voir pleurer, et le gosse débarque pour en rajouter. Il a la dalle, ce qui lui fait un point commun avec le monstre qui l'attaque, puis surgissent dans une explosion 4 hommes armés et une jeune femme qui lui fait la coup de main. Après la fin du combat et ce plan rapide sur un fiac moulé, il se fait kidnapper par le groupe parlant une langue étrangère qui l'assomme pour se réveiller sur leur bateau. Leur chef tente de lui expliquer quelque chose, que j'aurais pas compris non plus, traduit par la jeune fille comme « si t'es utile, tu restes ». Sa mission est de se rendre au fond de l'eau avec elle pour remettre en marche l'énergie dans un vaisseau enfoui profondément. Et c'est quand même du bol que le type qu'ils ont rencontré au milieu de nulle part et qu'ils ont emmené avec eux s'avère être très doué en apnée. Parce que si c'était pas le cas, il se serait pas rendu utile et ils auraient fait quoi de lui? Bon, ils y entrent, Duglan trouve malin de faire fonctionner le tableau de commande en tapant dessus. Heureusement qu'il l'a pas cassé, qu'est-ce qu'ils auraient fait de lui? Il relance le courant, ce qui attire Orthos, la pieuvre obsédée sexuelle qui est un ennemi récurrent de la saga, mais qui là est juste violente, et, une fois vaincu, retourne sur le bateau, a encore la dalle, et, quand il peut enfin se sustenter, manque de mourir étouffé. Heureusement qu'elle est restée pour le regarder bouffer, sinon c'était la fin de son aventure. Riku, c'est son nom, est une albède, un peuple ostracisé, qui explique qu'elle n'a pas pu utiliser le langage courant plus tôt car son groupe prenait Duglan pour un monstre. Pourquoi ils l'ont amené sur leur bateau alors? Il dit ne pas savoir qui ils sont, un autre plan fiac, lui raconte ce qu'il a vécu, et Riku, qui ne le croit pas, dit que s'approcher de Sin l'a certainement fait disjoncter, car la ville de Zanarkand a été détruite il y a 1000 ans. Ça l'étonne juste un peu et se fait promettre d'être amené à Luka, la ville des joueurs de Blitzball, où quelqu'un le reconnaîtra sûrement, et de ne dire à personne d'où il vient, car c'est un lieu sacré pour Yevon, la religion mondiale, quand une attaque de Sin le fait tomber à l'eau et le fait se réveiller sur l'île de Bézaïd. Il se prend une balle de blitz dans la tête qu'il renvoie de manière très matu vue à Waka, le capitaine des Bézaïd Orox, l'équipe de Blitzball la plus nulle qui soit, qui, à la question « Tu joues pour qui ?», répond les Anarchand Apes. Il y a littéralement 5 minutes, Riku lui a dit et de ne dire à personne d'où il vient, car c'est un lieu sacré pour Yevon, la religion mondiale. Bon, on va dire qu'il s'est de nouveau approché de Sin et qu'il a oublié. Waka l'amène à son village, car Duglan a la dalle. Encore? Mais c'est son seul trait de personnalité! Vous savez, je suis surpris qu'ils aient fait un Final Fantasy où on incarne Sammy de Scooby-Doo. Ah bah si, il est jeune, maigre, il chiale souvent, se ridiculise et a toujours faim. Bon, ça change par la suite, mais ça commence mal. On a l'explication que Sin a détruit Zanarkand ainsi que d'autres villes en tant que punition à cause de leur usage des machines qui a rendu oisifs les habitants. Et je trouve que dire que les Anarchand Apes étaient sûrement une sacrée équipe de ramollis à cause des machines, alors que le mec qui vit sur un îlot n'a pas gagné un match en 10 ans, c'est franchement culotté. Et je dis bien un match, pas un tournoi. Espérons que la venue de Duglan changera la donne. Après avoir rencontré les bannisseurs Gata et Luzu, chargés de combattre Sin, Waka lui apprend la prière de l'église de Yevon, qui, d'après Duglan, est le signe de la victoire des joueurs de Blitzball d'il y a 1000 ans. Et entre dans le temple de l'île pour apprendre devant la statue du grand invoqueur Braska que celui-ci, comme de rares élus, pratique un art magique permettant d'invoquer des créatures nommées chimères qui sont la bénédiction de Yevon.
Il va se taper une petite sieste sans avoir mangé, a un souvenir d'à quel point il déteste son père, et rejoint Waka au temple qui lui dit qu'un apprenti invoqueur est enfermé depuis une journée dans la salle de l'épreuve, mais qu'il ne peut pas aller l'aider car c'est interdit, et que des fois c'est dangereux. Duglan s'en fout et y entre. Alors, question. À l'intérieur, il y a 2 sphères, une porte, un couloir et un plot. En quoi c'est dangereux? À part glisser dans l'escalier, elle risque pas grand-chose. Il réussit l'épreuve et rejoint par Waka, je croyais que c'était interdit d'entrer, qui annonce que seuls les invoqueurs et leurs gardiens, dont il fait partie, peuvent entrer. Alors pourquoi t'es resté à l'extérieur? C'est pas parce que c'est interdit, c'est juste qu'il avait pas envie. Il y découvre Lulu, la mage noire, Kimari, le mage bleu / chevalier dragon de la tribu des Ronceaux, et Yuna, la mage blanche, qui a réussi sa formation. Elle fait la démonstration de sa nouvelle capacité en invoquant Valfor, la chimère d'air, et le soir venu, les 2 ados flirtent, et Waka lui dit de ne pas rêver, car ça n'arrivera pas. Il rêve de Riku, qui lui casse son cou avec Yuna, suivi par Jecht, qui lui casse son cou avec Riku, avant de lui dire « T'as qu'à chialer, t'es bon qu'à ça !» Donc Duglan se réveille en hurlant qu'il le déteste. Pour le coup, je comprends. Duglan entend les 2 parler d'un certain chapeau, et demande qui c'est. « C'est mon frère, il te ressemblait. » « Il est mort? »« Non, il a fait de la chirurgie esthétique, connard !»« À ton avis ?» Le lendemain, il reçoit une épée et direction le bateau vers l'île de Kilika. Il découvre que Yuna est la fille de Braska qui a tué Sin il y a 10 ans et qu'elle le croit quand il dit venir de Zanarkand, car Jecht, qui était le gardien de son père, le lui a raconté. Il ne la croit pas, mais la date de sa disparition correspond à sa date d'apparition sur Spira, c'est le nom de ce monde, et que si Duglan est apparu de nulle part, pourquoi pas Jecht? À ce moment arrive Sin qui se fait harponner et attaquer afin de l'empêcher d'atteindre Kilika, mais cela échoue. Après avoir débarqué au milieu des décombres, on assiste à une très belle scène où Yuna envoie l'âme des morts dans l'au-delà afin de les empêcher de se transformer en monstres par jalousie des vivants. Donc tout le long du jeu, on tue des fantômes de rageux? Et comme elle ne renvoie pas leurs âmes dans l'au-delà avec sa danse, est-ce qu'on affronte constamment les mêmes ennemis qui se reforment? Plus tard, Yuna demande à Duglan d'être son gardien, puis se ravise en disant qu'elle le veut juste près d'elle, ce qu'il ne comprend pas. Arrivé au temple, le groupe rencontre les Lucas Goers, équipe numéro 1 de Blitzball, qui se fout allègrement de la gueule des Bézaïdes de Rox, qui leur promettent qu'ils vont les battre et remporter la coupe. Dans le temple, Donna, une autre invoqueuse, rabaisse Yuna qui a 4 gardiens, alors que Braska n'en avait que 2, et elle un seul, Barthello, avant de partir. N'étant pas encore gardien, il est laissé en arrière pendant que le groupe passe l'épreuve, puis arrive le duo qui le jette sur l'ascenseur, et, au lieu de remonter pour respecter les préceptes et dénoncer l'acte de Donna afin qu'elle soit excommuniée, il les enfreint et réussit à rejoindre la salle du priant, la personne qui s'est sacrifiée afin que son âme devienne une chimère. Duglan fait la réflexion qu'il connaît la chanson qui résonne depuis son enfance, ce qui crée un lien entre sa Zanarkand et Spira. Il dit que malgré ses efforts, il n'a pas réussi à contenir au fond de lui la nostalgie de sa ville natale. Je rappelle qu'il est arrivé avant-hier, et pousse un cri. Ils prennent le bateau pour Lucas, à bord duquel le capitaine de leur équipe insulte Duglan, et Yuna, voulant le défendre, passe pour une folle en parlant de Zanarkand. Il a encore une vision de son père qui le rabaisse en disant qu'il ne pourra pas copier sa technique, mais il lui ferme bien son clapet en y arrivant, même si c'est possible de rater. En tout cas, avec ça, aucune chance de perdre le tournoi. Une fois arrivés, les différentes équipes embarquent. Duglan hurle au mégaphone qu'ils vont gagner. Si c'est dans une cinématique, c'est que ça va arriver. Puis arrive Monseigneur Mika, le souverain du monde venu fêter le 50aire de son règne, ainsi que Seymour Guado, l'un des maîtres de Yevon de la race des Guado, qui a des vues sur Yuna. Waka annonce que le tirage au sort a fait que si l'équipe remporte 2 victoires, ils sont champions du monde quand la jeune femme dit avoir vu Oron, qui était aussi le gardien de Braska, dans un bar. En chemin, il lui apprend à siffler pour qu'il puisse accourir vers elle s'ils se perdent de vue. Sur place, Kimari se fait bully par Biran et Yankee, fout une patate à ce dernier tandis que le match commence. Yuna s'étant fait kidnapper par des membres de l'équipe des Albed Psych et sera rendu si les Orox perdent le match, Duglan décrit bien leur niveau. Ils sautent sur leur bateau et détruisent un robot qui permet de la libération de Yuna qui lui apprend qu'elle est à moitié Albed, mais qu'il ne faut rien dire à Waka parce qu'il les déteste. Les Orox gagnent le match, l'équipe adverse s'est quand même pris 3 points de leur part, alors oui, ils sont vraiment nuls,
mais s'étant pris un mauvais coup, il laisse Duglan le remplacer pour la finale. Alors, voici enfin le blitzball. C'est un mix entre le football, le handball et la natation qui se joue en apnée. Les joueurs doivent empêcher les adversaires d'approcher des cages et, quand ils se retrouvent bloqués, soit faire une passe à un coéquipier, soit tenter de marquer, ce qui, dans les deux cas, consomme de la force de lancer qui est ralentie et ou réceptionnée par les joueurs adverses. Le principe est de faire entrer la balle dans le but en la propulsant avec la main ou le pied. Et oui, c'est beaucoup plus amusant à regarder qu'à jouer. Mais je m'en fais pas, car c'est le personnage principal qui joue, que le scénario a tout mis en place pour faire savoir que les losers vont gagner, et qu'il a appris une méga technique de tir, donc la victoire est assurée. Bon, les goers ont marqué le premier point. C'est bien, ça fait monter la tension dramatique. La mi-temps démarre au bout de 5 minutes. Bon, ça a l'air court, mais n'oublions pas qu'ils s'agitent et se battent à vitesse réelle en apnée, qui est assez impressionnant. Et ça reprend. C'est au tour de Duglan, la balle file et... Oui, un partout. Et le match continue. En bus des goers tente un tir qui est... réussi. Bon, c'est pas grave, ça rajoute du suspense. Le match reprend. Comment ça manque d'action? Il y a eu 2-1 en à peine 3 minutes, il vous faut quoi? Mais non, ils vont bien. Le public se lève et réclame Waka. Duglan comprend le message et échange sa place avec son capitaine. Ah, c'est là que va démarrer la cinématique montrant la victoire à la dernière seconde des Oroks. Regardons ça. Comment ça, le match reprend? Non mais attends, je suis censé le remporter moi-même? J'ai galéré à marquer 2 buts en 8 minutes et là je dois faire pareil en 2? Mais c'est impossible! Ah non, excusez-moi, je dois marquer 3 buts en 20 secondes, encore mieux. Ah mais ils ont vraiment perdu? Une question. C'était quoi l'intérêt de nous vendre Duglan comme un génie du Blitz, meilleur joueur de la plus grande ville du monde, fils d'un dieu dans ce sport de qui il a appris sa meilleure technique et toutes les motivations qu'il a apportées depuis le début à une équipe qui a toujours perdu et qui a enfin pu atteindre la finale, laissant espérer une victoire obligée car étant le dernier tournoi de Waka avant sa retraite? Tout ça pour que même le scénario n'a pas fait l'effort de les faire gagner? Ils sont nuls à ce sport à ce point! C'est incroyable, j'avais jamais vu ça! Vous vouliez de l'action? En voilà! Des monstres attaquent le stade et Auron, le moine guerrier, fait son apparition. Après avoir galéré à 3 face à un Garuda, Seymour invoque Anima, une chimère secrète qui one-shot tous les ennemis présents. Un autre plan fiac, et voici Duglan qui hurle à Auron que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute, et celui-ci répond qu'après avoir aidé à vaincre Sin il y a 10 ans, il s'est rendu à Zanarkand pour un jour emmener le jeune homme sur Spira pour tenir sa promesse faite à Jecht, qui, entre-temps, est devenu Sin. C'est vrai que c'est surprenant. Mais pas plus que le fait que malgré qu'il ait littéralement traversé le monde et vaincu Sin, Auron ne soit que niveau 1. Non mais vraiment, à moins qu'ils aient évité toutes les créatures sur leur route, il devrait être beaucoup plus puissant. C'est un truc de jeu vidéo qui m'a toujours saoulé. Le personnage surpuissant dans les cinématiques ou quand on l'affronte, mais qui est pas plus fort que les autres quand on l'a dans l'équipe. Heureusement qu'il est cool, ça nous fait oublier. Il ne lui en dira pas plus et va proposer ses services à Yuna qui l'intègre à l'équipe. Sur la route de Mien, il apprend qu'à chaque mort de Sin, une période de paix de 10 ans nommée la Félicité a lieu et dure jusqu'à la résurrection inévitable de ce dernier, et qu'une opération est montée afin de le vaincre en utilisant des machines, alors que Yevon les a strictement interdites. Il s'arrête au comptoir de Rin, un commerçant albède, où Yuna explique que dans les ruines de Zanarkand se trouve l'ultime chimère, unique moyen de vaincre Sin, et le lendemain peuvent accéder à la route des Mikorok et au quartier général de l'opération grâce à Seymour. Sur place, il rencontre Wayne Kinnock, maître de Yevon et chef des bannisseurs, qui dit sans sourciller que cette opération est vouée à l'échec et envoie donc sciemment plein d'innocents à leur mort pour rien. Ce qui est confirmé par Sin, qui débarque et désintègre tous les combattants. Et pour ma part, j'ai envoyé Luzu sur le front juste pour traumatiser Gata. Duglan décide de poursuivre Sin à la nage, il va faire quoi s'il le rattrape, puis arrive dans une forêt mystique au cours plein d'esprits au milieu desquels surgit l'enfant du début qui lui jette une balle de blitz à la tronche, avant de se voir enfant hurler à son père d'arrêter l'alcool avant de pleurer. C'était l'instant Twin Peaks. Il se réveille sur la côte,
On lui dit que toutes ces morts ont eu lieu juste pour que Duglan ait envie de tuer Jecht et fait route jusqu'au temple de Jaws. Il y rencontre l'invoqueur Izaharu et ses frères qui l'informent que plusieurs invoqueurs ont disparu. Je me demande combien il y en a qui font leur pèlerinage en même temps. Plan fiac, et direction le Sélénos. Pour traverser le lac, il monte sur un choupeuf, un éléphant chelou, parle d'une guerre ayant eu lieu il y a 1000 ans où furent utilisées des machines, ce qui provoqua l'apparition de Sin et la prohibition des machines. Puis, des Albèdes enlèvent de nouveau Yuna, forçant ses gardiens apnéistes à la libérer d'un nouveau robot. Sur l'autre rive, Duglan retrouve Riku, plan fiac, c'est elle qui pilotait la machine, puis Yuna en fait sa nouvelle gardienne. Maintenant, elle en a 6. Ça fait beaucoup. Quand on pense à Braska, qui ici est Yuna, et Auron, qui était son gardien, ça suppose que Jecht était aussi puissant que les 5 autres réunis, si ce n'est plus. À Guado Zalam, le hameau des Guado, ils sont accueillis par Trobel Guado, le serviteur de Seymour, qui les amène dans sa demeure. Plan fiac, il leur offre une visite holographique de l'ancienne Zanarkand, ainsi que de Dame Yuna Leska, qui fut la première à vaincre Sin avec l'aide de son mari et de leur amour indestructible. Il lui propose alors de l'épouser et attend une réponse favorable. Red flag. La particularité du lieu est un chemin direct vers l'au-delà, où les gens se rendent pour parler avec une illusion de leurs proches décédés. Voyant l'esprit de Chapou, Duglan propose à Lulu de se mettre en couple avec Waka, ce à quoi elle répond un non catégorique. On en reparle dans FF10-2, d'accord ? En sortant, Giscal Guado, le père de Seymour, tente de quitter l'au-delà, mais s'y fait renvoyer par Yuna, ne laissant à sa place qu'une sphère, un enregistreur vidéo. Ils partent retrouver Seymour au temple de Macalania et doivent pour s'y rendre traverser la plaine poudroyée et la forêt du même nom. Mais avant, un autre plan fiac inutile. C'est quasiment toujours celui de Riku, il y a un truc à comprendre ? Arrivés au lac de Macalania, les Albèdes, que je vais renommer la Team Rocket vu leur propension à vouloir enlever l'ami du perso principal et à perdre à cause de l'explosion de leur véhicule, échouent à nouveau et Riku leur répond dans sa langue maternelle, ce qui fait comprendre ses origines à Waka qui décide de lui faire la tronche. Dans le temple, le groupe visionne la sphère de Giscal dans laquelle il jure avoir été assassiné par son fils. Ils se rendent devant la salle du priant, d'où sort Yuna, puis ensuit un combat contre Seymour qu'il perd. Maintenant qu'il est mort, Yuna veut l'envoyer dans l'au-delà, mais les Guado récupèrent le corps et détruisent la seule preuve de sa traîtrise. Obligé de fuir, il se retrouve face à Wendigo avant de traverser la glace et de tomber au fond du lac vide. Il faut pas qu'il y ait de l'eau en dessous pour que la glace se forme ? Plan boobs, ils sont trop nombreux pour les compter. Il entend le chant du priant, le même qu'aimait chanter Jecht alors qu'il n'était pas encore sur Spira, et que Sin est venu écouter avant de téléporter tout le monde dans le désert de Bicanel. Yuna a encore disparu et Riku les amène au repère Rocket, qui est attaqué par les Yevon et les Guado. Arrive Giovanni, leur chef, qui a l'intention de tout faire sauter, donc nos héros courent pour libérer les invoqueurs qu'ils ont enlevés dans l'espoir de les sauver, car, pour vaincre Sin, ceux-ci doivent mourir. Ils embarquent dans le vaisseau volant que Duglan et Riku ont réalimenté au début et foncent pour échapper à la déflagration. Ils peuvent remercier Miaous pour ça, puis se rendent à Bevel où Yuna a été enlevée pour la énième fois afin de se marier avec Seymour. Attends, il est pas mort ? À l'entrée de la ville, le groupe affronte Effrey, le dragon gardien, qu'ils battent et s'invitent à la cérémonie. Mention spéciale à Kimari qui glisse pattes nues et à pleine vitesse sur ce genre de câble sans se brûler ou s'arracher la peau. Même pas un poil. Ils sont stoppés par Wen Kinok armé d'un fusil, c'est le maître qui dirige les bannisseurs alors c'est pas étonnant, et on découvre un autre type d'esprit, les errants, ceux qui restent à changer. Donc, il y a les jaloux qui deviennent des monstres, ceux qui ont assez de volonté pour rester comme de leur vivant, et ceux qui s'en foutent complètement d'être morts ou d'avoir été tués et acceptent leur sort. Ils sont un peu tristes, ceux-là. Mika l'empêche de renvoyer Seymour, elle lâche sa canne en plastique, vu la manière dont elle rebondit, l'épouse dans l'espoir qu'il épargne ses amis, ceux qui échouent, alors elle saute dans le vide. Il s'échappe pour rejoindre le temple de Bevel, dans lequel peut se constater l'hypocrisie de Yevon, qui utilise beaucoup de machines, et retrouve dans la salle du priant celui-ci qui s'avère être l'enfant rencontré à quelques reprises. Ils se font capturer, ont droit à un procès où Yuna dit que Seymour a tué son père, ce qu'il ne nie pas, et qu'il est mort, tout comme Mika. Il dit que la mort est la seule dirigeante de Spira, que Sin est destiné à continuellement renaître, que le sacrifice des invoqueurs n'est là que pour donner de l'espoir au peuple, et que c'est pour ça que Yevon existe. Perpétrer ce cycle de mort pour un semblant de bien-être. Par chance, les 3 seuls doués en apnée sont condamnés à mourir noyés.
En chemin, ils affrontent le spectre d'Effray, quelle volonté de sa part, et parviennent à rejoindre la sortie pour rejoindre les autres. Comment ça, il y a une sortie? Seymour s'amène avec le cadavre de Kinnock, puis annonce qu'il a besoin de Yuna afin de devenir le nouveau Sin, pour sauver le monde de la peine en détruisant tout ce qui existe, avant de changer de forme en récoltant l'âme de ses gardes et du maître. Kimari leur dit de fuir, ce qu'ils font en fonçant vers Seymour qui ne les arrête pas, mais, pris de remords, font demi-tour et vainquent l'errant. À part le fait qu'elle soit belle, je comprends pas l'intérêt de cette scène. Yuna s'est éloignée des autres afin d'être un peu seule, mais semble aller plutôt bien. Duglan lui dit de tout laisser tomber et de se rendre ensemble dans Sazanarkand afin d'être heureux. Elle semble d'accord, mais pleure en disant que c'est impossible. Elle veut continuer son pèlerinage. Il l'embrasse, mais elle dit vouloir continuer quand même son périple, ce qui était son projet avant qu'il vienne lui parler. À aucun autre moment ils ne se montreront comme un couple ou ne s'embrasseront, donc juste les laisser s'avouer leur amour à la fin et virer toute cette scène ne changerait rien à l'histoire. Après avoir traversé la plaine Félicité, les gardes de Seymour leur dit que celui-ci veut les voir, mais ils refusent. Aucun n'est surpris qu'ils soient encore debout. Sur le mont Gagazette, Kelk Ronceau, le chef des Ronceaux et ancien maître de Yevon, leur refuse le passage, mais se fait convaincre par Yuna et sont autorisés à passer. Sauf Kimari, qui doit péter la gueule de Biran et Yankee pour ça. Arrivé au sommet, Seymour apparaît après avoir décimé tous les Ronceaux, dont les âmes lui octroient plus de puissance. Mais c'est pas suffisant. Yuna tilte sur une chose qu'il a dit. Devenir Sin libère Jecht, ce qui force Duglan à avouer que Sin est son père, mais qu'il ignore comment c'est arrivé. Il découvre ensuite un mur rempli de corps humains qui exulte un liquide bleu formant une spirale vers le ciel. Ils sont tous des priants, mais au lieu d'utiliser une personne pour invoquer une chimère, ils sont tous sollicités pour en invoquer une seule surpuissante. Duglan touche le mur, est transporté dans Sazanarkand, où le priant de Bevel lui apprend qu'il est un rêve, et que la fameuse guerre d'il y a 1000 ans était entre Bevel et Zanarkand. Bevel avait la victoire assurée grâce à leur machine, et les invoqueurs de Zanarkand furent décimés. Devant leur disparition assurée, tous les habitants se réunirent et se sacrifièrent pour invoquer le Zanarkand d'où est originaire Duglan. Et quand ils cesseront de rêver, tout ce qu'ils ont créé disparaîtra. En fait, le mur, c'est Azathoth. Il revient à lui et arrive enfin à son objectif, les ruines de Zanarkand. Il pénètre dans le temple pour découvrir que l'ultime chimère, seul moyen de vaincre Sin, n'a plus le pouvoir d'être invoqué, mais il existe une alternative tout aussi efficace. Auron admet qu'il était parfaitement au courant mais n'a rien dit car le savoir n'aurait pas dissuadé le groupe de venir. En plus, ils veulent pas que Yuna meure, donc si elle avait pu l'invoquer, elle l'aurait pas fait. Arrive Yunalesca, une errante de plus de 1000 ans, qui demande à Yuna lequel de ses gardiens servira de priant à l'ultime chimère, qui est à l'origine Zaon, le mari de Yunalesca, et qu'elle mourra en l'invoquant. Une vision montre un jeune Auron tentant de convaincre ses amis de faire demi-tour, car comme Sin renaît sans cesse, leur sacrifice sera vain. Les Braska espèrent que cette fois-ci sera la bonne, Jecht accepte malgré tout de devenir le priant, et promet de trouver un autre moyen de le vaincre si celui-ci réapparaissait. Yuna demande si leur sacrifice vaincra Sin. La réponse est non, puisque chaque individu choisissant d'être le priant devient Sin. C'est pourquoi Jecht l'est devenu. Et que tenter d'expier leur péché pour le faire disparaître n'est qu'une façon de garder espoir face à un ennemi éternel. Une autre vision montre Auron voulant venger la mort de ses amis, mais se fait grièvement blesser à la place. Yuna décide alors de ne sacrifier personne, ce qui énerve Yunalesca, qui malgré ses monstrueuses formes, perd la bataille. Avec elle meurt la seule façon de vaincre Sin, et même s'ils en trouvaient une, Yevon en créerait un autre. C'est qui celui-là? Auron avoue à Duglan qu'il est un errant et qu'après sa défaite, il a rampé jusqu'à Bevel où il a rencontré Kimari à qui il a demandé de s'occuper de Yuna. Ça veut dire qu'il a traversé tout ça en rampant.
Balèze le mec. Son statut de fantôme lui a permis de rejoindre la Zanarkand de Jecht afin de s'occuper de son fils comme il lui a promis. Afin de trouver une solution, Kimari propose d'aller interroger Mika et Lulu propose d'utiliser l'hymne des priants pour calmer Sin. Quand le vieux apprend que Yunalesca est remorte, il parle à son tour de Yuyevon qui est le créateur de Sin et qui s'en sert comme armure avant de s'auto-envoyer dans l'au-delà, mettant ainsi fin à la mascarade qu'est l'église de Yevon. Yuna et Duglan sont convoqués par le priant qui confirme que tuer Yuyevon mettra définitivement fin à Sin et explique tout le procédé de sa résurrection. Il aurait pu leur dire ça plus tôt. Riku demande à Shelinda, une présentatrice, de dire à tous Spira de chanter l'hymne quand leur vaisseau le diffusera, et Duglan propose de faire un trou dans la bête pour y entrer. Leur plan semble fonctionner, mais Sin lance alors un méga rayon qui fend même la mer, ce qui les force à attaquer de front. Par chance, Sid repère ses points faibles, leur destruction provoque la chute de ses bras et le font s'écraser ironiquement sur Bevel. Yuna comprend que Yuyevon ne survit qu'en prenant possession des chimères, et que si une fois face à lui, elle invoque une chimère, il la possédera. Alors Duglan dit qu'il y aura qu'à toutes les détruire jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où se cacher. Un dernier face-à-face permet de percer une entrée vers l'intérieur. Ils y retrouvent encore Seymour qui s'est fait absorber par Sin. Comment? Je sais pas. Il se transforme encore et il se fait vaincre encore. Mais ce coup-ci, Yuna l'envoie et c'en est enfin fini de lui. Comme elle n'a pas envoyé Yunalesca, ça veut dire qu'elle va revenir? Plus tard, la rencontre avec Jecht a lieu au milieu du stade de leurs Zanarkand. Il se transforme en ultime chimère. Vu le gabarit, je suis déçu qu'on puisse pas l'invoquer. Puis à la fin du combat, Jecht meurt, Yuyevon apparaît, et Yuna invoque chacune de ces chimères qui, une fois possédées, se font tuer afin qu'ils se retrouvent obligés de les affronter. Alors, j'ai lu que des personnes se demandaient ce que c'était que cette chose. Une pieuvre, une sorte d'amibe, une créature fantastique. Moi, je pense que c'est une énorme tique. Il y a une ressemblance dans sa forme et le fait qu'il se nourrisse d'un autre pour survivre. Cette chose craint tellement la mort que tous les combats impliquant lui et les chimères se déroulent au milieu de ces pierres qui lancent constamment des sorts de soins. Heureusement, ce n'est pas suffisant et il est vaincu, mettant fin finalement à un millénaire d'horreur. Après ça, les priants se réveillent et de ce fait, leur rêve s'achève. Tout comme l'existence de Duglan. Yuna lui dit qu'elle l'aime avant qu'il aille rejoindre Braska, Auron et son père dans l'au-delà. Ah, y a pas sa mère. Voilà un résumé de Tidus. Un jeune homme courageux et volontaire qui désire le bien pour tous. Alors, pourquoi je dis qu'il ne sert à rien? Eh ben, pour rien. Au départ, je m'étais dit qu'il n'apportait rien à l'histoire, il pourrait être facilement remplacé, mais je voyais les choses du point de vue qu'il était le héros du jeu. Mais malgré ce que j'ai pu dire avant, c'est pas Duglan le héros, c'est Jecht. Lui, il est juste le gardien de Yuna. Et là, il devient utile. Les priants ont créé Jecht, ils en ont fait un connard pour que son fils le déteste, et l'ont envoyé sur Spira. Il s'y est fait 2 amis qu'il a accompagnés en pèlerinage et fut transformé parce qu'il y a vécu. Quand Jecht a dit qu'il trouverait une solution pour vaincre Sin, il pensait à son fils et a demandé à Auron de s'en occuper jusqu'à son retour. Il l'a téléporté jusqu'aux ruines pour qu'il rencontre les Albed et remette en route le vaisseau. Une fois fait, il le téléporte sur l'île de Bézaïd pour y rencontrer Yuna, la fille de son ami, et qu'elle fasse de lui son gardien. La présence de Duglan l'empêche d'être enlevé de nombreuses fois par les Albed, ce qui mettrait fin à son pèlerinage et gâcherait le plan de Jecht. Et c'est d'ailleurs lui qui téléporte le groupe au désert de Bikanel, où se trouve le vaisseau volant indispensable pour accéder à l'intérieur de Sin. Sans Duglan, le groupe n'aurait pas pu arrêter Seymour et son projet de remplacer Jecht dans le monstre afin de détruire le monde. Alors, malgré les nombreuses fois où il dit qu'il va trouver une solution pour vaincre Sin autrement, ce n'est pas lui qui la trouve. Il dit aux priants qu'il faut tuer Yuyevon, mais Yuna l'avait deviné aussi. Et c'est pas grave, puisque c'est pas son rôle de trouver des réponses. Il est là pour protéger Yuna et motiver le groupe quand tout semble perdu. Même le fait d'apprendre que Sin est son père n'a pour but que de le motiver à le tuer, comme le dit Auron après l'échec de l'opération, car cela devient pour Duglan un devoir moral envers les innocents de Spira, morts et vivants. C'est qu'une théorie, mais je pense que Jecht a accepté de devenir Sin avec ce plan en tête, et qu'il est, ironiquement, le véritable sauveur de Spira. Alors, pour ceux qui regardent encore, le titre de la vidéo ne se voulait pas putaclic, mais après avoir passé une 50aine d'heures en quasi-ligne droite pour finir le jeu et me rendre compte à la fin que le personnage choisi n'a rien d'inutile ou de dispensable, j'ai quand même voulu faire une vidéo pour pas avoir perdu tout ce temps pour rien. Voilà mon avis sur ce personnage.
Tout cela est surtout pour rire, donc si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouez à Final Fantasy X, le jeu est sympa, mais les objectifs annexes sont inutilement difficiles, et à bientôt.